Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo des lectures en cours de cette année 2016. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à faire un petit point concernant ma vidéo sur One Punch Man. Alors tout d'abord, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé de gentils commentaires, des commentaires de soutien, des commentaires juste adorables. Je suis désolée de ne pas avoir eu le temps de répondre à tout le monde, mais déjà je tenais à vous remercier. Mais en parlant de One Punch Man, je m'y attendais, il y allait également avoir une vague de haters qui allait se ramener sur ma chaîne et ça n'a pas loupé. Ça s'est d'abord manifesté avec des pouces noirs, rouges, je ne sais jamais comment on dit. Ça, à la limite, je m'en fous. Ce qui m'a un petit peu plus dérangé, ce sont les commentaires qui ont suivi. Alors, ce ne sont pas des commentaires qu'on pourrait penser des critiques constructives ou pour me dire qu'ils n'aiment pas le contenu de ma vidéo, ce que je suis en train de dire, ma mise en scène, tout ça, tout ça. C'est tout simplement des commentaires d'insultes d'une part et également des critiques sur mon physique. Alors, je n'ai pas trop compris le délire, j'ai pas trop compris la démarche non plus de venir sur ma chaîne pour commenter uniquement cette vidéo et pour me faire des reproches sur mon physique, sur quelque chose qui physiquement ne plaît pas à ces gens-là. Je m'en fous complètement de ce qu'on peut penser de moi physiquement parlant. Si ça me touchait encore, je pense que je ne serais plus sur YouTube depuis un petit moment. Ça ne m'a pas blessée, ça ne m'a pas fait verser ma petite larme, c'est vraiment pas le genre de chose qui va me toucher, mais ça m'a un petit peu interloqué de voir autant de commentaires uniquement sous cette vidéo, à croire que les gens ont tapé One Punch Man sur YouTube, ont vu ma vidéo et sont venus se manifester juste pour me dire toi tu as tel ou tel défaut, ou alors même d'interroger mes abonnés en leur demandant est-ce que vous ne trouvez pas que... Alors ces commentaires là je les ai supprimés, j'ai bien évidemment bloqué les chaînes YouTube des personnes qui m'ont laissé ce genre de commentaires. Alors je ne sais pas si après ils avaient d'autres chaînes YouTube ou s'ils étaient juste plusieurs débiles profonds ensemble. S'il y en a qui avaient eu des doutes à ce sujet, ça ne m'avait pas du tout atteinte, ça m'avait juste un petit peu, comme je l'ai dit, interloqué de me demander mais qu'est-ce qu'ils ont tous à se ramener juste sous cette vidéo, juste pour me dire ça. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse sur One Punch Man. Aujourd'hui je vais vous parler de mes dernières lectures. Il y a un petit peu de tout, comme d'habitude on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais commencer avec la partie shoujo et avec Say I Love You. Alors pourquoi autant de tomes d'un coup? Et bien tout simplement parce qu'il me semble que j'ai arrêté de vous parler de la série au tome 3, c'est-à-dire début 2015. Je ne sais pas pourquoi je l'avais mis entre parenthèses, il me semble que je devais avoir trop de lectures à cette période-là, et du coup je me suis dit bon ça c'est pas grave, ça peut attendre. Ça a tellement attendu que je me suis retrouvée à les cumuler du tome 4 au tome 9. J'ai pas encore eu le temps de finir le tome 9 d'ailleurs, mais je voulais quand même vous parler un petit peu de la série dans cette vidéo. Say I Love You, c'est un shoujo de Kanae Azuki, c'est publié chez Pika. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 15 tomes de parus et le tome 10 est prévu en France pour le 2 mars. Alors déjà je vous fais un petit focus sur les couvertures que j'adore. Elles sont très simples mais je les trouve vraiment super jolies. C'est vraiment un shoujo dont j'adore les dessins. Alors après ce qui est génial quand on a autant de tomes de retard, c'est que du coup on a l'impression d'avancer plus dans l'histoire, on est plus à fond dans le récit, dans l'évolution des personnages. C'est un peu plus flagrant que quand on reprend sa lecture entre 2 ou 3 mois d'attente. Et là, même si la relation entre Mei et, j'ai encore oublié son nom, Yamato, n'avance pas des masses, je dois bien dire pour un couple qui est ensemble depuis à présent 1 an, ils n'avancent pas très vite. Alors en même temps, leur âge peut jouer dessus, leur inexpérience également. Mais je m'attendais à ce qu'ils franchissent un cap qu'ils n'ont, enfin là où j'ai arrêté ma lecture, qu'ils n'ont toujours pas passé. La couverture du tome 9. Donc un très bon shoujo. Je me rends compte que plus le temps passe, plus alors pas je me comparerai, il faut pas déconner non plus, mais je m'attache au personnage de Megumi, qu'on découvre dans le tome 3, et qui est un personnage qui est antipathique dès le départ, puisqu'elle se présente comme étant la rivale de Mei, puisqu'elle est amoureuse de Yamato. En même temps, quelle fille dans ce manga n'est pas amoureuse à un moment donné de Yamato, je vous le demande. Et elle se présente comme sa rivale du fait que c'est une top modèle, qu'elle est super jolie, qu'elle a confiance en elle, qu'elle n'hésite pas à manipuler les gens pour avoir ce qu'elle veut. Donc c'est vraiment un personnage qu'au début j'ai trouvé très détestable et à la fois très cliché des shoujo. Voilà, cette fille complètement superficielle, qui a une confiance en elle qu'elle en peut plus, enfin surtout un orgueil qu'elle en peut plus, qui n'hésite pas, voilà, à écraser les autres, à se servir des autres quand elle en a besoin. Ça en fait un personnage très haïssable. Mais petit à petit, ce personnage va avoir sa carapace qui va se fracturer. On va découvrir en fait qu'est-ce qui se cache dessous, son passé. Et c'est un personnage que j'ai adoré vraiment
voir évoluer, c'est-à-dire d'abord on a cette peste, petit à petit on comprend que cette peste, bah, en fait elle a des raisons de s'être construite, cette espèce de personnage négatif, et que finalement quand on enlève tout ça, c'est un personnage qui essaye de se racheter, qui essaye finalement bah, de devenir meilleur, de repartir un petit peu à zéro, je dirais comme l'héroïne de Six Half. En fait, ça me fait penser un petit peu à ça, le personnage qui est détesté par tout le monde, en même temps jalousé par tout le monde, pour sa réussite, pour sa beauté, pour son succès, pour tout ce que vous voulez. Et ce personnage-là, quand il est détruit, quand il est au bout du rouleau, quand vraiment tout le monde lui tourne le dos, il commence à faire des rimes, ça va pas aller. Quand ce personnage-là, on arrive à ce stade-là, il se remet en question et il décide d'avancer dans une toute autre direction, de changer son comportement, de changer sa vision des choses. Et ça fonctionne assez bien, même s'il reste toujours son petit côté méchant que j'apprécie beaucoup, parce que voilà, si elle était devenue juste un amour de jeune fille, bah, il n'y aurait plus trop d'intérêt de piment entre elle, Yamato et Mei. Mais ce qui est intéressant aussi, par contre là on le voit venir à 20 km, c'est le retour, en fait, l'arrivée d'un personnage qui était en fait l'ancien meilleur ami de Yamato, qui est devenu un jeune homme costaud, un petit peu, qui reste en retrait mais qui en même temps essaye de s'affirmer. Et ce personnage-là s'avère être un rival. Voilà, Yamato n'avait pas de rival masculin envers Mei, parce que c'était genre le beau gosse, elle ne voit qu'à travers lui, et en même temps aucun autre garçon ne la regarde. Et ce personnage-là, on le sent direct, c'est un personnage qui va essayer de foutre la pagaille malgré lui, parce que ça lui tombe dessus. Et voilà, je trouve ça pas mal, parce que du coup, il n'y a pas seulement Mei qui a des rivales, Yamato se retrouve lui aussi avec un rival, et c'est pas mal, voilà qu'il y a des rivales un petit peu dans les deux camps. Du coup, du fait qu'il y ait autant de rivaux de ci et de là, l'histoire de nos deux protagonistes n'avance pas des masses. C'est vraiment un couple qui essaye de se chercher, dans le sens où Mei essaye de faire un maximum d'efforts, elle prend vraiment beaucoup sur elle. Je trouve que c'est un personnage qui intériorise encore beaucoup ses sentiments, qui essaye de faire au mieux pour Yamato, tout simplement. Elle se rend compte qu'elle a beaucoup de chances d'être avec lui, qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui voudraient être à sa place, et du coup qu'elle doit carburer 2 fois plus pour le garder et pour arriver au meilleur niveau possible pour lui plaire. Et lui, dans le sens inverse, il a l'embarras du choix. Si elle ne lui plaît plus, toutes les nanas sont à ses pieds. Mais en même temps, il est hyper maladroit avec elle, il ne voit pas certaines choses, les autres il faut remarquer, mais des fois tu vois pas qu'elle est malheureuse, tu vois pas qu'elle est toute seule, et ben non, il ne s'en rend pas compte. Voilà, le gars est encore un petit peu... il est tellement, si vous voulez, en haut de l'affiche, qu'il ne se rend pas compte qu'elle ne l'est pas du tout, qu'il y a vraiment une différence entre les deux, au niveau de la popularité, au niveau du regard des autres. Et c'est un personnage qui a encore du mal avec ça, qui a encore du mal à prendre soin vraiment de Mei. Et il se rend compte que petit à petit, ben, elle peut lui échapper, elle peut partir avec un autre. Et c'est un personnage qui commence un peu à flipper et qui se remet lui aussi en question. Donc un excellent shoujo de ce côté-là. Voilà. J'en aurais parlé pendant un petit moment, parce que c'est en même temps assez longtemps que j'en ai pas parlé. Un shoujo bourré d'amour, vous l'aurez compris, de relations compliquées. On a toujours, de manière, la relation Yamato-Mei qui est au centre de tout. Mais pas que, parce qu'ils ont un groupe d'amis. Dans ces groupes d'amis, il y a également un petit peu des histoires, même si ce n'est pas des histoires qu'on va retenir par la suite. Beaucoup d'humour également, de sentiments, c'est assez prévisible. Après, c'est pas le shoujo qui va révolutionner le genre, vous allez vous dire, waouh, j'ai jamais lu ça ailleurs. Mais voilà, c'est une bonne lecture et c'est un shoujo que je vous recommande si vous aimez ce genre de lecture. Je continue dans le registre du shoujo avec le tome 21 de Divine Nanami de Julieta Suzuki, publié chez Delcourt. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 23 tomes de parus. On n'a pas la date pour la sortie du tome 22 en France, mais on a eu une petite info qui est tombée, c'est que la série rentre dans son dernier arc au Japon. Du coup, on peut espérer une fin en moins de 30 tomes. Franchement, je l'espère, la fin en moins de 30 tomes, ça serait vraiment top que ça soit annoncé assez prochainement. Donc, qu'est-ce que je retiens très brièvement de ce tome 21 de Divine Nanami? Déjà, je vous montre la couverture qui est super belle, c'est vraiment des couvertures en toute simplicité, mais que vraiment j'adore. Dans le tome précédent, Tomoe se retrouvait bloqué sous sa forme de renard, donc je vous laisse rattraper votre retard de la série si vous ne l'avez pas encore lu. Bref, il se retrouvait bloqué sous cette forme et... ses amis essaient de trouver une solution, vont trouver une solution dans ce tome pour essayer de lui rendre son apparence. Nanami fait partie de ces gens-là, bien évidemment. Mais le truc vraiment que je retiens de ce tome, c'est déjà d'une part qu'on va avoir toujours ce parallèle, c'est-à-dire les personnages gentils, Nanami, tout ça,
dans un univers assez sympathique et qui galère à aider Tomoe. Et d'un autre côté, on a ce parallèle avec le personnage du roi démon, qui pour rappel est un personnage qui n'a plus son apparence, son corps de roi démon, donc qui est un simple, plus ou moins humain, enfin être faible, qui est à la recherche de son corps et qui est à la recherche d'une solution pour être à nouveau le grand méchant de l'histoire. Bon, ça à la limite, c'est pas ce qu'on retiendra de ce tome, ce que je retiens c'est l'épée de Damoclès qui se retrouve au-dessus de la tête de Nanami et à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Alors en fait, Nanami va apprendre quelque chose qui est juste horrible, qui fait vraiment passer le récit dans quelque chose de dramatique, parce qu'en plus, ce qu'elle va apprendre, qui est vraiment quelque chose de super dur à encaisser, elle va l'encaisser seule, et surtout, elle va le garder pour elle, c'est-à-dire que tous les autres personnages qui sont autour d'elle, qui vont voir que ça n'a pas l'air d'aller, mais t'as quelque chose à nous dire ou quoi, elle va vraiment garder ça pour elle, jusqu'au bout de ce tome, du moins, et c'est vraiment quelque chose qui fait basculer l'histoire dans vraiment quelque chose de très mélancolique, de très triste. Alors je ne pense pas que ce soit un manga qui se termine sur une note aussi néfaste pour le personnage, mais j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Et vraiment, je dirais ce retournement de situation, dans le sens où on part tellement dans quelque chose de noir d'un coup, c'est assez inattendu. Enfin, moi j'ai trouvé ça assez inattendu. Donc c'est un shoujo que je vous recommande si vous êtes fan des shoujos avec une bonne touche d'amour, mais également d'humour bien évidemment, et de yokai, parce que les yokai c'est ce qu'on retrouve le plus dans ce manga, donc vraiment un bon mélange de tout ça. Un titre qui part donc dans quelque chose d'un petit peu moins léger que d'habitude, mais vu que de manière générale c'est un shoujo qui est tout de même sur le registre de la comédie, du fantastique, de la légèreté, tout ça, je pense qu'on ira vers que Nanami trouvera une solution à ce problème. Du moins, je l'espère. J'arrive enfin au dernier shoujo de cette vidéo, il s'agit du 5e tome de Daytime Shooting Star de Mika Yamamori, publié chez Kana. Donc la série est terminée en 13 tomes, le tome 6 est prévu en France pour le 4 mars et le tome 7 pour le 20 mai. Alors Daytime Shooting Star, c'est vraiment un shoujo que j'ai adoré découvrir en 2015, un shoujo très frais avec encore une fois beaucoup d'humour, ce cercle d'amis, l'amour, tout ça, voilà, l'histoire qui se passe dans un collège ou un lycée, je ne sais jamais, je confonds toujours les deux. Et ce qui était intéressant dans ce titre, même si ce n'est pas un truc encore une fois inédit dans les shoujos, c'est la relation impossible entre nos deux protagonistes, c'est-à-dire Shishio et Suzume, qui est donc son professeur principal et son élève, enfin le professeur principal et son élève, du coup la relation est impossible dès le départ. Suzume essaye tant bien que mal de faire des efforts pour lui plaire, mais c'est en vain, puisqu'il s'agit d'un adulte, qu'il a ses problèmes d'adulte, qu'il a en plus il y avait une relation avec une ex à un moment donné, bon, voilà, c'est assez compliqué. Mais là, pour une fois, c'est lui qui fait le premier pas, c'est lui qui commence à réaliser qu'il a des sentiments qu'il ne peut pas refouler éternellement. Et enfin, c'est un petit peu le personnage masculin qui va vers le personnage féminin et pas toujours l'inverse. Voilà, alors encore une fois, c'est un manga avec beaucoup d'humour, avec lequel on ne s'ennuie pas. C'est assez rafraîchissant encore, je trouve. Voilà, c'est pas le titre qui s'installe dans une certaine routine où vous avez un déroulement assez classique de l'histoire, sans rebondissement, sans spécialement quelque chose que vous allez retenir par la suite. L'histoire avance tout doucement, alors en même temps on est au 5e tome sur 13. S'ils étaient de suite ensemble et tout, ça serait pas drôle. C'est un titre que j'aime beaucoup. Il y a des petites histoires là encore avec les autres personnages autour des deux protagonistes, même si c'est pas ça finalement qu'on retient. Donc voilà, là encore un bon shoujo que je vous recommande si vous aimez bien tous les shoujos qui se passent principalement un petit peu comme Say I Love You, ça a toujours le registre du collège, je dis collège-lycée, mais là pour le coup je ne sais plus, avec des relations compliquées, et voilà, mais ça reste assez touchant, franchement mignon et pas trop gnangnan pour le coup. J'attaque à présent la partie shonen de cette vidéo avec le tome 6 de A Silent Voice de Yoshitoki Oima, publié chez Kiun. Donc la série est terminée en 7 tomes et le dernier tome sortira en France le 28 avril. Alors pour celles et ceux qui ont lu le tome 5, vous vous en souviendrez très probablement, il se terminait sur quelque chose de très dramatique. Alors on ne savait pas si l'un de nos deux protagonistes allait carrément y passer ou pas. On a bien évidemment la réponse dans ce tome 6. Quand vous voyez la couverture, sur le coup, elle est un petit peu spoilante, mais c'est comme ça. Et en fait, le drame se trouve autre part que ce que l'on voit finalement à la fin du tome 5. Alors dans ce tome 6, ce que je retiens, c'est surtout l'ambiance qui est très mélancolique, qui est très triste, qui est en même temps emplie d'incompréhension. Voilà, les personnages ne comprennent pas comment cette situation
a pu arriver, qu'est-ce qui leur a échappé, s'il y avait des signes annonciateurs qu'ils n'ont pas vus, qu'ils n'ont pas su détecter. Et c'est vraiment tous les personnages qui essayent de comprendre et qui essayent d'interroger Shoko, d'essayer de voir, parce qu'ok, elle est handicapée, mais ça ne pardonne pas tout, ça pardonne pas certains gestes et ça pardonne pas aussi le fait de ne pas essayer de trouver de l'aide à un moment donné. Donc un manga que j'apprécie de plus en plus, c'est bien parce qu'on arrive à la fin, donc c'est bien de l'apprécier à un moment donné. Je ne reste pas sur mon avis négatif du tome 1, je ne reste pas non plus sur le fait que les dessins, ce n'est pas ma came. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ce n'est d'ailleurs pas du tout votre came. Mais l'histoire, à elle seule, le scénario vaut très clairement le détour. On a tous ces personnages qui se remettent en question, qui essayent d'avancer avec leurs propres problèmes, qui essayent de faire face aussi à la situation actuelle qui est pas facile pour personne. Voilà, alors après le tome se finit sur quelque chose d'assez positif, on va dire. Mais voilà, la tension monte, j'ai hâte de voir comment ça va se conclure. J'espère quand même que ce sera un happy end. Mais voilà, un très bon titre que je vous recommande si vous cherchez du shonen qui soit plutôt tranche de vie, qui soit assez dramatique, qui soit assez poignant, super bien foutu de ce côté-là et qui mérite complètement toute la pub que vous avez pu en voir de la part de Kiyun. Deuxième shonen de cette vidéo, il s'agit du 11e tome de Assassination Classroom de Yusei Matsui publié chez Kana. Donc la série est toujours en cours avec déjà 17 tomes de parus, le tome 12 est prévu en France pour le 8 avril. Alors j'avais l'impression de vous avoir déjà parlé de ce tome 11 sur ma chaîne, mais c'est tout simplement parce que je l'ai mis dans mon top 10 Naked Manga, mais je n'ai absolument pas parlé du contenu du 11e tome d'Assassination Classroom. Et qu'est-ce que je retiens de ce 11e tome, c'est qu'il s'éloigne un petit peu de l'objectif premier des personnages, c'est-à-dire d'assassiner Koro Sensei. On est surtout sur une confrontation entre deux classes du collège, c'est-à-dire la meilleure classe et la pire classe. Tant qu'à faire, on ne fait pas les choses à moitié. Et c'est vraiment d'essayer de prouver qui sont les meilleurs, qui sont les plus intelligents, qui sont les plus malins, tout ça, tout ça. Et on a l'air d'oublier, même si c'est rappelé à la fin de ce tome 11, c'est qu'il y a une échéance avant que Koro Sensei ne détruise la Terre. Et que cette échéance, voilà, il ne reste que 5 mois avant que l'année, il me semble que c'était une année entière, ne se soit écoulée et qu'il en vienne à détruire la Terre s'il n'a pas été assassiné avant. Mais après, c'est surtout une confrontation qu'on a entre les classes dans ce tome 11, donc j'ai trouvé que c'était un tome, je dirais pas pour remplir, parce que c'était un tome qui était bien, d'un côté il était prenant, l'issue des confrontations n'était pas spécialement prévisible. Je trouve qu'on s'éloigne un petit peu du but premier qui était de devenir de plus en plus fort, trouver des techniques pour arriver à venir à bout de Koro Sensei. Voilà, là c'est pas Koro Sensei, on oublie carrément qu'il faudrait l'assassiner dans ce tome et c'est un petit peu dommage. C'est divertissant, il y a de l'humour, il y a de l'action, on ne s'ennuie pas, mais je trouve que ce tome 11, on s'éloigne un petit peu du but principal, c'est-à-dire de trouver des techniques pour arriver à bout de Koro Sensei. J'en arrive déjà au dernier shonen de cette vidéo, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit du 13e tome de Prisonnier Riku de Shinobu Seguchi, c'est publié chez Akata. Donc la série est toujours en cours avec déjà 25 tomes de parus, le tome 14 est prévu en France pour le 10 mars. Alors dans le tome précédent, on se rendait compte que nos deux protagonistes avaient besoin d'un troisième protagoniste pour arriver à s'évader de cette prison. Ce personnage-là ne semblait pas très d'accord quant à l'idée de les rejoindre. Il avait ses propres raisons de ne pas vouloir tout foutre en l'air pour essayer... Enfin, tout foutre en l'air, ne pas se mettre en danger entre guillemets pour s'échapper. Et on va en apprendre plus sur ce personnage. Alors déjà, on savait un petit peu sur son passé. On savait qu'il a des raisons depuis le tome précédent, il me semble, de vouloir s'évader, de vouloir se venger, surtout parce que tous ces personnages, ils veulent s'échapper parce qu'en même temps, une prison, t'as pas spécialement envie d'y rester. Mais en plus, ils ont envie de se venger et ils veulent tous se venger du même personnage qu'on a vu dans le précédent tome. Et ce gars-là, bah, d'ailleurs, je vous le cache pas, c'est le gars que vous voyez sur la couverture, c'est pas une grande surprise. On va découvrir que c'est un personnage qui s'est déjà évadé de précédentes prisons. Comment il s'est évadé et quelles sont les idées qu'il propose pour s'évader de cette prison-là. Parce que pour lui, même si elle paraît totalement une forteresse fermée, vraiment de l'extérieur, on ne peut pas la prendre, mais on ne peut même pas s'en échapper, il y a des trucs auxquels nos deux autres protagonistes n'avaient pas pensé ou n'avaient pas du tout envisagé. Alors c'est un petit peu suicidaire ce qu'il propose. C'est vraiment un shonen
qui est assez poignant, qui est assez violent. Je sais, quand on voit les couvertures, on ne dirait pas, mais c'est tout de même assez violent. Il y a de la baston, il y a de l'humour aussi, mais il y a surtout beaucoup d'émotions. C'est vraiment un titre que je vous recommande à 200% si vous ne le connaissez pas encore. Alors après, je sais ce qui encore une fois rebutera tout le monde, c'est le nombre de tomes hyper conséquent de la série. Vraiment, je pense pas que ça soit un titre qui après voilà, fasse un truc à la One Piece ou à la Fairy Tail avec un nombre de tomes astronomique. Après, je peux totalement me tromper, mais voilà, c'est un titre qui en tout cas vaut le détour. Si vous êtes fan de manga qui se passe dans des prisons, un petit peu à la manière de Rainbow, même si c'est pas la même ambiance, c'est clairement pas le même coup de crayon non plus. C'est un titre que je vous recommande. Si vous hésitez à le commencer, si vous vous demandez si l'histoire vaut tout autant le coup, oui, elle vaut très clairement le détour. Puis surtout, on voit que le scénario peut aller encore très loin sans tourner en rond du tout. J'attaque à présent la dernière partie de cette vidéo avec les seinen, et tout d'abord je vais vous parler du 4e tome de Lessons of the Evil de Eiji Karazuyama d'après l'œuvre de Yosuke Kishi. C'est publié chez Kana dans leur collection Big Kana. Donc la série est terminée en 9 tomes, le tome 5 est prévu pour le 18 mars et le tome 6 pour le 20 mai. Alors Lessons of the Evil, ça n'a pas été un gros coup de cœur dès le départ, j'ai même hésité à un moment donné à me prendre la série. Dans ce tome 4, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement le personnage de Asumi, qui est un petit peu notre personnage principal, le prof qui veut assouvir tout le monde, voilà, diriger un petit peu le... Je sais jamais si c'est dans le collège ou au lycée. En gros, ce personnage négatif, et franchement méchant, se retrouve à avoir un petit peu un étau qui se resserre autour de lui. Donc ça devait arriver à un moment donné, c'est que il y a des personnages qu'il arrive à manipuler, des personnages qui sont totalement soumis à sa volonté, mais il y en a qui sont pas aveugles et qui sont pas dupes et qui vont se renseigner à propos d'Asumi, qui vont découvrir son très sombre passé, qui vont essayer de faire passer l'info à un maximum de gens. Le problème, c'est que lui, il se rend compte qu'il commence à être découvert, que ça commence à chauffer pour ses fesses, et du coup, il va passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire que jusque-là, c'était un personnage qui était assez en retrait de la situation. Il se contentait de manipuler les gens, mais de toujours faire les choses à distance. Jamais à se salir les mains lui-même. Il faisait toujours voilà, des petites manipulations, des petits trucs, voilà, des petites actions qui n'avaient l'air de rien, mais qui avaient toujours des conséquences dramatiques. Et là, le gars, j'ai l'impression qu'il commence à paniquer un petit peu, à se rendre compte que de plus en plus de gens découvrent qui il est réellement. Et du coup, il va de plus en plus vite, il essaye de plus en plus de cacher des preuves, de supprimer des témoins. Et il en vient carrément à se salir les mains dans ce tome. Et il va très clairement de plus en plus loin, il va au point de non-retour qu'il avait déjà franchi depuis un petit moment. Et c'est un personnage qui est... C'est un petit peu un méchant, je vous dirais, à la manière de Light dans Death Note. C'est-à-dire le gars qui pense que ce qu'il peut faire, ça a quelque chose de positif. C'est complètement négatif. Et c'est un personnage qui, à mon avis, sera déchu dans les derniers tomes. Voilà, c'est pas le genre de personnage que je vois triompher. À mon avis, le mal ne triomphera pas dans ce tome. Alors par contre, une petite chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est qu'il y a des scènes un petit peu... on ne voit rien, encore une fois, c'est pas vendu sous plastique, et de manière, c'est pas un manga de ce genre, des scènes de sexe. Ce que je retiens surtout, c'est le fait que le personnage va très loin dans ce tome, et ça, pour moi, c'est de la panique, tout simplement. C'est qu'il gère de moins en moins ce qui se passe. Il y a de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux sur lui et il faut calmer le plus de gens possible. On en apprend aussi un peu sur son passé, de comprendre comment il en arrivait à être aussi froid, aussi manipulateur, aussi méchant, aussi barge, tout simplement. Donc c'est un bon seinen. C'est une petite série en 9 tomes, donc c'est pas un immense investissement. C'est pas mal. Après, c'est pas le meilleur seinen que vous pourrez lire. Il y a clairement des trucs dans le même registre qui seront meilleurs, ça je vous le cache pas. Mais c'est pas mal du tout non plus. Donc si vous hésitez à vous prendre la série, je vous conseille au moins de tester les 2 premiers tomes qui existaient. Peut-être que le pack est toujours disponible, ça je ne sais pas. Après, vous pouvez toujours tester juste le tome 1. C'est pas mal. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Et avant que la luminosité ait complètement disparu de ma chambre, je conclus en vous parlant des tomes 7 et 8 de Dimension W de Yuji Iwahara, publié chez Kiyun. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 9 tomes de parus et le tome 9 est prévu en France pour le 17 mars. Alors pourquoi je vous présente d'un coup 2 tomes de la série? Eh bien tout simplement parce que dans un ancien épisode des lectures en cours, je n'avais pas du tout eu le temps de me pencher sur la lecture du tome 7. Du coup je m'étais dit, ça me fera 2 tomes à lire et c'est pas plus mal parce que c'est une série de science-fiction que je trouve assez complexe. Alors quand on lit tous les tomes d'affilée, je pense qu'on comprend bien tout, qu'on n'oublie rien au niveau des éléments, tout ça, et que du coup c'est beaucoup plus fluide. Mais quand on attend le temps d'attente tout simplement de parution entre chaque tome,
on oublie fatalement des petits trucs, mais surtout on n'a pas de résumé au début du tome, et c'est juste hyper compliqué de se remettre dans l'histoire, à moins vraiment d'avoir très peu de lecture, et donc voilà, mais personnellement, vous vous en doutez, j'ai beaucoup de lectures en cours, du coup c'est un petit peu compliqué de me rappeler de tout, surtout quand il n'y a aucun résumé au début des tomes. Alors déjà, petite parenthèse à propos du tome 8, qui m'aura fait grave flipper une nuit, parce que je l'avais mis sur ma table de nuit, il me semble, et en fait, pour celles et ceux qui ne suivent pas la série, qui ne le savent peut-être pas, les couvertures des tomes sont en partie fluorescentes. Voilà, la partie jaune que vous voyez, c'est une partie qui est plus ou moins fluorescente selon les tomes, selon la qualité de l'impression, tout ça. Mais alors ce tome 8, je peux vous le dire que niveau fluorescence, il donne du lourd. Et c'est bien flippant dans le noir quand on s'y attend pas, quand on n'y pensait plus, quand on se dit mais qu'est-ce qui brille dans le noir alors que tout est éteint. Voilà. Donc à part ça, c'est une série de science-fiction qui est assez, comment dire, simple à aborder, dans le sens où si vous n'êtes pas friand de science-fiction à la base, c'est un titre qui pourrait vous plaire, parce que personnellement la science-fiction, je vais y arriver, ce n'est pas mon registre de prédilection, même si je commence à m'y mettre un petit peu, mais c'est quelque chose qui est un petit peu, qui est plus ouvert. Disons qu'on a le côté science-fiction futuriste, mais pas que, on a également un personnage qui est un petit peu ancré dans un passé, dans un Japon un peu plus, comment vous dire, je dirais pas ancien, mais disons que c'est un personnage qui a encore des tenues japonaises un peu anciennes, qui vraiment fonctionne comme l'humain lambda d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec des voitures normales, etc. Et qui est un petit peu en décalage avec tous ces espèces de robots, avec les coils, etc. Grâce finalement à ce personnage qui est ancré dans plus ou moins notre présent, qui se retrouve face à ces êtres et à ces choses futuristes, à la Dimension W elle-même, c'est un personnage qui nous permet finalement de mieux rentrer dans le registre de la science-fiction. Tandis que je pense que si tout se passait vraiment dans un truc futuriste avec des robots, des androïdes, des trucs comme ça n'attirerait peut-être pas un aussi large public. Donc on découvre dans le tome, on découvre que ce personnage-là, c'est un petit peu le gars à battre. Niveau dessin, c'est vraiment génial. On en découvre plus sur le personnage de Kiyoma, donc on savait qu'il avait une femme, du moins un personnage qu'il appréciait beaucoup, que ce personnage n'est plus là. On comprend pourquoi ce personnage n'est plus là, et puis voilà. On a des pages couleurs au début des tomes qui sont sympas. Je vous montre les pages couleurs. Donc voilà, deux très bons tomes. Franchement, j'adore me replonger dans la lecture de cette série, mais c'est pas évident du tout de se replonger dans la série quand on l'a laissé aussi longtemps de côté, et du fait, voilà, tout simplement qu'il n'y ait pas de petit résumé au départ. Ça aurait été vraiment top d'avoir un petit résumé au début des tomes. Au cas où, si vous hésitez à vous prendre la série, c'est vraiment un très bon seinen de science-fiction. Je ne pense pas que la série soit trop longue, enfin du moins je n'espère pas. C'est vraiment pas mal du tout, niveau qualité des livres c'est vraiment top. Donc voilà, une très bonne lecture que je vous recommande si jamais vous ne la connaissez pas encore. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me dire si vous avez lu certains des titres que j'ai présentés dans cette vidéo, votre avis à leur sujet. N'hésitez pas non plus à me dire s'il y a certains des titres que j'ai présentés qui vous donnent envie. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!